C'est l'info, votre double page info du week-end, Martha Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est l'info, épisode numéro 3. Comme chaque semaine désormais, nous nous retrouvons pour analyser et comprendre l'actualité ensemble. Cette semaine, page spéciale sur l'ouragan Irma. Alors que Emmanuel Macron s'est rendu mardi auprès des populations, nous recevons Elisa David qui attend des nouvelles de sa famille depuis la métropole. Toujours à propos d'Irma, nous parlerons de la géographie des risques. Faut-il enseigner différemment la géographie ? Nouveau rendez-vous, c'est l'info avec Grégoire Quelin. C'est maintenant officiel, après un siècle d'attente et de cuisants échecs, Paris a été désignée ville hôte des Jeux Olympiques de 2024 mercredi 13 septembre lors de la 131e session du Comité international olympique à Lima au Pérou. Parallèlement, au terme du même processus de vote, Los Angeles s'est vu confier les JO d'été 2028. Analyse avec Marc Gérard du site internet partenaire de C'est l'info, lesyeuxdumonde.fr. Nous serons également avec Antoine Marc, fondateur de Locatme, un site qui a pour vocation de faciliter la recherche d'un logement de particulier à particulier, sans oublier vos chroniques habituelles, controverses où Mickey Monstre a choisi de rendre son hommage à Pierre Berger, un œil sur les médias, IT News, Ici Londres et Fondamentalement Sport. C'est l'info, épisode 3, bienvenue à tous. Et pour commencer cette émission, nous parlons de l'ouragan Irma, le plus puissant jamais observé sur les petites Antilles, selon Météo France. Irma a frappé la semaine dernière les îles de Barbuda, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Anguilla et les îles Vierges britanniques, faisant une vingtaine de morts. Emmanuel Macron s'est rendu mardi sur l'île de Saint-Martin où il a participé à une patrouille des forces de l'ordre et rencontré des sinistrés. À son arrivée à Pointe-à-Pitre, quelques heures plus tôt, il s'est dit favorable à une commission d'enquête parlementaire pour juger la réaction du gouvernement à l'arrivée du cyclone et a déclaré que le retour à la vie normale était la priorité absolue. Toutefois, l'action de l'État face à Irma est critiquée. Le député Front National Sébastien Chenu, comme Jean-Luc Mélenchon et Éric Ciotti, ont l'intention de demander la création d'une commission d'enquête pour savoir si l'État avait pris des mesures suffisantes face à l'arrivée de la tempête Irma sur les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il faut éviter des polémiques sur ces catastrophes, mais je ne suis pas contre la création d'une commission d'enquête, a d'ailleurs réagi le président de l'Assemblée nationale François de Rugy. Et l'ouragan Irma, c'est aussi l'inquiétude de nombreuses familles. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Elisa David. Elisa, vous avez vécu pendant toute votre enfance et adolescence à Saint-Martin, sur le côté français de l'île. Et cet été, votre sœur, votre maman et votre tante étaient sur l'île. Elles ont vécu Irma, vous deviez les rejoindre et la communication avec elles a très certainement dû être dure, hein, Elisa. Tout à fait, en fait, c'est ma sœur, hein, c'est pas ma tante, c'est ma sœur, ses enfants, son mari qui vivent là-bas, donc ça a été compliqué de les joindre. Et maintenant, la connexion est rétablie, donc c'est un peu plus facile, mais ça a été très très compliqué, ouais. Alors, que demandez-vous aujourd'hui justement à la communauté internationale pour reconstruire cette île de Saint-Martin ? Eh ben, on demande de l'aide, on demande beaucoup d'aide parce que il y a énormément à faire, il y a tout à refaire, donc c'est tout rebâtir. Il y a tout à refaire. C'est pas des petits travaux, c'est des habitations entières et c'est monumental en fait. Donc là, on a besoin de l'aide de tout le monde en fait, vraiment. On demande pas de l'aide qu'à la France, qu'à la partie française, on demande de l'aide à toute personne qui serait susceptible de pouvoir nous aider, parce que Saint-Martin c'est une île cosmopolite, il y a beaucoup de monde sur cette île, de différentes nationalités, de différentes origines, on se retrouve vraiment tous ensemble. Donc aujourd'hui, on appelle à l'aide à tous ces pays. Qui viennent en vacances chez nous, qui apprécient le cadre de notre île, qui apprécient la chaleur que les habitants peuvent aussi transmettre aux touristes. Voilà, on demande de l'aide à tout le monde. Vraiment, parce que c'est important. Il y a des familles qui ont tout perdu, qui ont toute une vie qui s'est effacée en une demi-journée. Donc voilà, on demande
aux gens de prendre conscience que ce qui s'est passé, c'est très grave, c'était pas prévisible. Enfin, par rapport au phénomène météorologique, bien sûr qu'on avait on avait déjà un avertissement, mais on va dire qu'on peut rien faire contre la nature malheureusement. Donc voilà, c'est de reconstruire des vies tout entières. Alors vous avez vous-même décidé de rejoindre une association, hein, si j'ai bien compris. Tout à fait, plusieurs même, parce que c'est des gens de Saint-Martin des gens comme moi qui sont originaires de là-bas, mais qui sont actuellement à Paris ou dans n'importe quel autre endroit. On a des associations qui se sont montées au Canada de personnes vivant anciennement à Saint-Martin, à Paris, à Toulouse, il y en a un peu partout. Donc moi, je me renseigne sur toutes les associations et je participe à toutes celles que je peux aussi. On a décidé de monter plusieurs choses nous-mêmes parce que c'est vrai qu'on veut être sûr que les fonds qui vont être récoltés ou que les denrées ou les vêtements ou tous les dons qui vont être récupérés seront réellement reversés à Saint-Martin. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que qu'on habite ou qu'on n'habite plus à Saint-Martin, ça reste tous notre maison, ça reste chez nous et qu'on a pour but d'aider les gens qui sont là-bas, nos familles. Et donc on a décidé tous, chacun de notre côté, de monter des associations et de le faire par nous-mêmes pour être sûr du résultat en fait. Alors, depuis Pointe-à-Pitre, le président de la République, Emmanuel Macron, a fait face à de nombreuses critiques. C'était mardi 12 septembre sur la réaction notamment de l'exécutif pendant le passage de l'ouragan Irma. Pensez-vous que la France ne fait aujourd'hui pas assez pour venir en aide aux familles sinistrées ? Moi, je pense que la France n'a pas fait assez. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont mises en place. Je vais pas véhiculer des fausses informations parce que c'est pas ce que je suis. Mais par contre, la France n'a pas fait assez, c'est-à-dire que avant même que l'ouragan se déclare, ça faisait déjà plusieurs jours, voire semaines qu'on savait que c'était un ouragan de force majeure. On savait très bien que par rapport à la surface de Saint-Martin, l'ouragan allait vraiment nous faire du mal. La préfète savait également que ça allait faire que ça allait faire des dégâts. Moi, ce que je reproche réellement à la France, c'est de ne pas avoir mis les choses en place en amont, parce que clairement, on pouvait vraiment se douter et sans forcément avoir un QI supérieur on allait morfler en fait. Ce que je reproche surtout, c'est que d'autres pays comme la Hollande, l'Angleterre, les États-Unis, eux, se soient mobilisés bien avant. Parce que Saint-Martin, c'est une île où il y a deux parties, une partie française, une partie hollandaise, que le lendemain du cyclone, la partie hollandaise avait déjà été investie par les militaires, par les forces de l'ordre de Hollande, que des mesures avaient déjà été prises pour justement préparer le cyclone qui arrivait, José, qu'il y avait une sécurité qui était mise en place partie hollandaise que nous on n'avait pas côté français, et ça c'est quelque chose que moi je comprends pas, que je ne conçois pas et que je n'admets pas, parce que c'est bien de prévenir les choses. Je pense que c'est bien de prévenir, et il y en a un petit peu marre en fait que la France passe son temps à pleurer après les drames. Là on avait l'occasion de prévenir les choses et ça n'a pas été fait. Et ça c'est un reproche que je fais moi aujourd'hui à l'État. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui se sont déployées à Saint-Martin. Il y a les militaires, les médecins, il y a également des officiers de la Légion. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont mises en place. Mais le problème, c'est que ça s'est quand même mis en place 3-4 jours après le cyclone. Et si ça semble pas beaucoup, 3-4 jours après un cyclone, il faut quand même en parler aux personnes sinistrées qui sont dehors, qui ont plus de maison, qui sont dans l'eau, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à boire, qui sont dans la détresse. 3-4 jours, pour nous, c'est rien, mais pour eux, c'est interminable. Et c'est sans parler également, Elisa, des scènes de pillage qui se sont multipliées à Il y a eu Saint-Martin. des scènes de pillage donc dans les magasins, mais ça, c'était à prévoir parce que de toute façon, dans ce type de cas, c'est toujours ce qui est à prévoir. Je pense que s'il y avait eu effectivement des forces de l'ordre sur place à ce moment-là, on aurait peut-être pu limiter la casse, mais on peut pas dire qu'on l'aurait évité de toute façon. Après, ce qui est dangereux, c'est qu'il y a eu des agressions, parce que les gens, le problème, c'est que face à la survie, en fait, il y a certaines personnes qui n'ont pas réussi à gérer leur stress. Donc, il y a eu des agressions, il y a eu de l'insécurité, il y a eu la prison de la partie hollandaise qui s'est effondrée, donc tous les détenus se sont échappés, ont réussi à quitter la zone hollandaise et à venir partie française.
Il y a eu l'armurerie de Marigot, donc la capitale de la partie française, qui a été donc pillée, la gendarmerie qui a été pillée, la douane qui a été pillée, donc toutes les armes étaient dehors. Donc ça veut dire que toutes ces personnes-là qui avaient aucun intérêt, je veux dire, c'était comme des détenus, c'était pas des enfants de cœur, qui étaient dans la nature et qui pouvaient agresser toutes les personnes. Je pense que c'était déjà assez, en fait, les événements euh, étaient déjà assez aggravants pour qu'on en rajoute avec l'insécurité en plus. Ça, c'est très très grave. Qu'on ait laissé ça, pour moi, c'est très très grave. Eh bien voilà. Eh bien voilà. Merci beaucoup Elisa, David, d'avoir accepté notre invitation. Bien Bah, je vous évidemment, remercie. nous nous retrouverons dans les prochaines semaines puisque vous partez ce week-end pour Ouais, l'île de je pars Saint-Martin. samedi, donc après, je pourrai aussi bien, parce que les connexions sont un peu rétablies, on pourra également, si vous le souhaitez, refaire un point et je pourrai vous parler de sur place, de ce que je vois de mes yeux. Après, je fais pas de faux témoignages parce que ma famille est là-bas, ma famille est dans le médical, donc j'ai aussi des informations qui sont concrètes. La chose aussi qui est concrète et que je tiens quand même à mentionner, parce que j'ai eu ma sœur au téléphone qui est infirmière, diplômée d'État français, qui m'a quand même dit quelque chose qui est très très grave, c'est qu'actuellement, elle ne travaille plus à l'hôpital de Marigot, elle est à la médecine du travail, mais par conscience professionnelle, elle s'est rendue à l'hôpital pour demander s'il y avait besoin d'aide, s'il y avait besoin de personnes supplémentaires pour aider. Il faut savoir quand même qu'elle est dans ce métier depuis plus de 20 ans, donc c'est pas non plus une jeune diplômée. On lui a tout simplement répondu que actuellement elle ne faisait plus partie des employés de l'hôpital, donc que son aide n'était pas requise. Il y a quand même beaucoup de blessés, il y a quand même beaucoup de sinistrés, il y a quand même beaucoup de gens qui ont besoin, qui sont en détresse, qui n'ont pas de soins, qui n'ont plus de médicaments, qui n'ont plus rien. Moi, je trouve quand même que c'est un petit peu gonflé, on va dire, de vouloir rester dans le protocole et dans les règles de l'art, sachant que là, tout le monde et toutes les aides sont bonnes à prendre. Je trouve ça vraiment, moi, je trouve ça révoltant en fait. On peut pas refuser de l'aide de quelqu'un dont c'est le métier, sachant que là, on est en pénurie complète. Eh bien voilà. Redonnez-nous rapidement pour les auditeurs le nom de vos associations. Alors, il y a Pellicarus, et après, on a une autre association qui est en train de se monter dans l'Action pour Saint-Martin. Très bien. Et tous les liens C'est un seront collectif qui se monte à Paris. très bien. Et tous les liens seront bien évidemment sur le site www.c-l'info.fr. Merci beaucoup, Elisa, David, et à très vite. Merci, merci. Ouvrons le débat. Grégoire Quelin. Nouveau rendez-vous, c'est l'info. Ouvrons le débat. Chaque semaine, Grégoire Quelin nous rejoindra pour ouvrir le débat sur un sujet d'actualité. Cette semaine, Grégoire, vous avez choisi Irma et la géographie des risques. Faut-il justement enseigner différemment la géographie? Grégoire Quelin, c'est à vous. C'est votre nouveau rendez-vous sur C'est l'info. Chaque semaine, Ouvrons le débat propose de traiter l'actualité sous un angle différent. Au programme aujourd'hui, Irma et géographie des risques, faut-il enseigner différemment la géographie? Mais avant de revenir sur ces ouragans, commençons par l'info en plus. C'est l'info en plus, c'est une info qui vous a peut-être échappé ces derniers jours. Lundi 11 septembre se sont déroulées en Norvège les élections législatives. Un pays dans lequel une seule chambre, accueillant 169 députés au total, est élue à la proportionnelle. La coalition de droite autour d'Erna Solberg, première ministre conservatrice sortante, a remporté de justesse ces élections, permettant ainsi à la chef du pays pétrolier nordique de conserver son poste. Mais revenons maintenant à notre actualité. Difficile d'échapper, les phénomènes climatiques sont au cœur de ce début de mois de septembre. Rappelons dès maintenant qu'il est possible de faire un don auprès de la Fondation de France qui agit sur place. Ces ouragans, nommés Irma et José, sont les 9e et 10e de l'année 2017. Avant eux, il y avait déjà eu dans le nord de l'Atlantique Arlene, Brett, Cindy, Don, Emily, Franklin ou encore Gert. Il faut remonter en 2005 pour voir le plus grand nombre de cyclones tropicaux dans cette région, 27 au total sur une année. Si ça vous intéresse, la nomenclature des cyclones est disponible jusqu'en 2022. Le 13e cyclone de l'année 2022 s'appellerait par exemple Martin. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de cyclone tropical et pas de tempête tropicale en ce qui concerne Irma?
Il s'agit en fait d'une dépression, dans un cas comme dans l'autre, qui prend forme dans les océans de la zone intertropicale, mais quand on parle de cyclone, c'est qu'il s'agit que les vents dépassent 117 km/h, mesure de référence en météorologie. On parle alors de cyclone, typhon ou ouragan en fonction de la zone du globe concernée par le phénomène. En Atlantique Nord et Pacifique Nord-Est, où se situent les Antilles, on parle ainsi d'ouragan. Il n'est pas étonnant de voir des ouragans à cette période de l'année, entre juin et novembre, notamment dans cette partie du globe. C'est notamment ce qu'a montré le National Hurricane Center, centre de prévision météorologique spécialisé dans ces phénomènes en Atlantique Nord. En revanche, la violence est tout à fait considérable en ce qui concerne Irma et José. Ouvrons maintenant la question du débat. Doit-on changer l'apprentissage de la géographie scolaire? En effet, cette géographie physique des phénomènes météorologiques et climatiques, cette géographie des risques n'est pas traitée au programme des lycées. Il faut attendre une spécialisation à l'université pour pouvoir s'intéresser à ces phénomènes. En effet, si les questions relatives à la mondialisation sont au centre des programmes depuis la dernière réforme de 2010, d'ailleurs c'était une époque à laquelle le directeur général de l'enseignement scolaire c'était Jean-Michel Blanquer, qui est l'actuel ministre de l'Éducation nationale, en revanche la question des risques naturels pour les sociétés n'est qu'une question proposée, et en plus c'est uniquement un choix en seconde qui n'est pas revu après. À cette question-là, on peut ajouter la question des ex-DOM-TOM devenus DROMCOM, départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer. En effet, on peut se demander combien d'élèves pouvaient et savaient placer Saint-Martin sur une carte avant cette crise naturelle. De plus, au regard des programmes éducatifs, si on se fixe aux différents textes qui sont en vigueur, on remarque qu'il est proposé pour les DROM et ils sont invités à intégrer l'étude des espaces maritimes des DROM au programme de la mondialisation en classe de terminale. Il faudrait donc apprendre différemment la géographie en France métropolitaine et au sein des DROMCOM, alors que l'ensemble constitue une seule et même France. Alors faut-il enseigner différemment la géographie? La géographie scolaire suffit-elle à acquérir des connaissances sur le monde qui nous entoure? Et sans connaissances suffisantes sur une géographie des risques avant les études supérieures, sommes-nous assez préparés à cette question des aléas climatiques? Cette fois c'est sûr, le débat est ouvert. C'est le grand jour, tout le monde est prêt, ça va être une superbe journée. Voilà ce que déclarait Tony Estanguet en arrivant à Lima au Pérou, mercredi 13 septembre. Après une journée historique justement au Pérou, qui a vu le CIO accepter définitivement la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024 et celle de Los Angeles pour 2028, le compte à rebours est désormais lancé. Nous en parlons avec Marc Gérard des yeuxdumonde.fr. Bonjour Marc. Bonjour Martin, bonjour à tous. Alors cette attribution prédéfinie, puisque nous connaissions déjà le résultat, a un caractère assez historique. C'est du jamais vu, un peu comme si les Jeux devenaient la patate chaude finalement, non ? Oui, c'est un peu ça. La double désignation des candidatures de Paris 2024 et Los Angeles 2028. Donc c'est un cas unique dans l'histoire des Jeux Olympiques modernes. Avant, on pouvait déjà compter sur Los Angeles pour avoir un cas unique. Alors en 1984, on avait une candidature unique pour Los Angeles, donc du coup absolument aucun adversaire. Mais cette double désignation, effectivement, est assez originale et intervient à la suite de nombreux désistements parmi les candidatures, Hambourg, Boston, Budapest. Et effectivement, pour conserver les deux candidatures fortes qui étaient Paris et Los Angeles, le CIO a réussi, avec l'accord de ces deux villes, à garantir les Jeux dans ces deux villes pour 2024 et 2028. Alors justement, beaucoup d'experts ont déclaré que cette attribution prédéfinie allait avoir des conséquences plus positives, notamment sur le plan financier pour Los Angeles 2028, car ces derniers pourront renégocier un certain nombre de choses. D'abord, est-ce réellement vrai et cela veut-il dire que Los Angeles va pouvoir dicter sa loi au CIO? Alors, Los Angeles va bénéficier d'avantages économiques, c'est indéniable.
Déjà pour la simple raison que chaque Olympiade bénéficie d'un cachet du CIO, d'une manne financière qui augmente à chaque Olympiade. C'est-à-dire que pour Paris, le CIO accordera aux alentours de 1,7 milliard de dollars et pour Los Angeles, ce sera au moins 1,8 milliard, donc un bénéfice d'au moins de 100 millions d'euros. Mais ce qui est le plus intéressant pour la candidature de Los Angeles, c'est les droits d'exploitation des symboles olympiques. Depuis la signature du traité de Nairobi en 1980 par le président du CIO Samaranch à l'époque, le symbole des anneaux olympiques est protégé auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Et du coup, son utilisation a amené le CIO à faire énormément de bénéfices et les candidatures successives aux Jeux Olympiques peuvent bénéficier de l'exploitation de ce symbole pendant les 4 ans qui précèdent l'accueil des Jeux Olympiques. Et Los Angeles a réussi à négocier d'avoir pendant 6 ans, c'est-à-dire dès 2022, de 2022 jusqu'en 2028, la possibilité d'exploiter les anneaux olympiques pour sa candidature. Donc effectivement, ça fait des bénéfices financiers qui sont absolument non négligeables. Et alors, n'a-t-on finalement pas été un peu trop impatient en voulant les Jeux Olympiques dès 2024 ? Alors, impatient non, parce que Paris ne voulait pas des Jeux en 2028. Il s'avère que la candidature était vraiment axée sur 2024 et en plus, c'était le centenaire de la dernière fois que Paris recevait les JO, donc en 1924 la dernière fois. Et autant symboliquement que pour la solidité du dossier, Paris se montrait intransigeant. Et il faut avouer que Los Angeles a trouvé des avantages financiers. Le CIO également a trouvé des avantages à voir Los Angeles finalement obtenir les Jeux de 2028. Je pense notamment au fait que Trump ne sera plus président en 2028. Ce qui était encore une possibilité, par exemple, en 2024, les Jeux sont en été 2024, le président des États-Unis a le droit à 2 mandats, et dans le cas où il aurait été réélu jusqu'en novembre 2024, et il faut pas oublier qu'il y a des décrets récemment qui sont passés pour Trump, qui aurait sans doute eu des dérogations, mais ça aurait fait le mauvais genre pour le CEO d'organiser les Jeux en 2024 dans un pays qui a publié des décrets n'autorisant pas certains ressortissants de pays comme la Syrie à venir sur son territoire. Voilà, ça aurait fait très mauvais genre. Alors, si les organisateurs parisiens, on revient à Paris, insistent sur le fait que 95% des sites existent déjà ou seront temporaires, le coût de ces jeux en France est tout de même estimé à un peu plus de 6 milliards d'euros et se divisera en 2 sous-parties. Marc, l'histoire des jeux montre toutefois que ces prévisions sont systématiquement dépassées et souvent très largement. Jeudi 6 septembre, des associations et des intellectuels français ont lancé sur le site de Libération un appel pour dire non aux Jeux à Paris, dénonçant un indécent gaspillage financier, économique et écologique qui ne bénéficiera qu'à la multinationale du CIO. On entre là ici dans un long débat, celui de l'aspect financier de ces Jeux et de savoir si finalement ils rapportent réellement de l'argent. Quelle est votre opinion personnelle ? Alors, c'est vrai, historiquement, les Jeux, à part Los Angeles, c'est un petit peu l'ironie de l'histoire, Los Angeles qui a accueilli les Jeux Olympiques 2 fois, les 2 candidatures de Los Angeles ont été bénéficiaires en 1932 et 1984. Pour tous les autres événements olympiques, le budget a été largement dépassé. On parle par exemple pour Londres d'un bénéfice important, mais il ne faut pas oublier que Londres a triplé son budget par rapport au budget prévisionnel qui avait été voté. Et pour Paris, on espère effectivement que le budget prévisionnel de 6 milliards 6 d'euros va être tenu. Ce sera peut-être le cas, c'est pas certain. En ce qui concerne les retombées économiques, pareil, elles sont assez difficiles à estimer. En France, on a le Centre de droit et d'économie du sport qui évalue les retombées économiques des Jeux Olympiques à entre 5 milliards et un peu plus de 10 milliards d'euros. Donc, dans cette fourchette-là, et si le budget de Paris est tenu ou
que légèrement dépassé, effectivement, ça peut être une affaire tout à fait rentable. Il ne faut pas oublier également que certains quartiers, je parle là notamment de la Seine-Saint-Denis, vont bénéficier à long terme d'aménagements assez importants. Et en tout cas, un récent sondage publié là, il y a une quinzaine de jours, confirme que les Français souhaitent ces Jeux Olympiques. 8 Français sur 10 disent oui à ces JO de Paris. Plus généralement, Marc, on a vu donc que 6 mois, 1 an après les Jeux Olympiques de Rio, la plupart des installations étaient tombées en ruine. On est aujourd'hui face à une double enquête sur l'attribution de ces Jeux Olympiques. Et puis le Qatar a déclaré vouloir organiser les Jeux Olympiques. Des futurs scandales de corruption sont-ils finalement à prévoir et des nouvelles violations de droits de l'homme? Alors, ça dépendra des candidatures. En fait, on se dirige vers une double tendance. Une tendance qui est celle des candidatures solides, c'est-à-dire totalement soit qu'on assiste cette année, les candidatures de Paris, des villes des États-Unis, d'Europe en général, d'Europe de l'Ouest ou éventuellement du Japon, sont donc des candidatures solides qui financièrement peuvent se permettre de faire des candidatures. Et on a vu que d'autres candidatures plus modestes, bien que a priori au-dessus de tout soupçon financier, comme Budapest, avaient du mal à évoluer. Budapest a été l'une des premières villes à renoncer finalement aux Jeux Olympiques de 2024. Et effectivement, on a une deuxième tendance, celle des pays émergents sur la scène internationale et qui ont fait justement du soft power par le sport et les éléments sportifs une stratégie assumée pour se faire un nom sur la scène internationale. Et c'est effectivement le cas du Qatar. On a eu le lancement d'Al Jazeera en 2003, les championnats du monde de handball en 2015, l'attribution effectivement très commentée de la Coupe du monde de football à venir en 2022. Il apparaît absolument normal de voir comme aboutissement une candidature olympique du Qatar. C'est pas impossible. Après, pour ce qui est du scandale des droits de l'homme ou de corruption, finalement, ça change pas grand-chose aux candidatures précédentes du Qatar pour d'autres événements. Ça reste un soupçon et effectivement, le CIO, pour l'instant, est assez muet sur le sujet. Mais c'est une candidature qui va effectivement venir, je pense, assez prochainement. Merci beaucoup Marc Gérard d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions. Je rappelle que vous travaillez au site internet lesyeuxdumonde.fr, lesyeuxdumonde.fr où nous retrouvons, vous retrouvez, vous auditeurs, chaque semaine une analyse géopolitique bien avancée. Hein. C'est bien cela. Exactement, Martin. N'hésitez pas à venir consulter Les Yeux du Monde. C'est un site absolument accessible pour tous et pour toutes, même pour les primo-entrants aux questions de relations internationales. Donc je vous engage vivement à lire nos articles. Merci beaucoup et à très vite. Merci Martin, au revoir. Controverse à présent sur C'est l'Info avec Mickey Monstre. Bonjour. Bonjour. Vous est-il arrivé de vous réveiller le matin en vous sentant tout à fait serein et d'excellente humeur, mon cher Martin? Oh, personnellement, oui. Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé vendredi 9 septembre. Pour une fois, je n'avais pas allumé la radio et après mes exercices physiques quotidiens, je décidai de le faire. Et qu'est-ce que j'entends? L'annonce de la mort de Pierre Berger. Le vieux bouc est donc mort. C'était donc cela, ce sentiment de soulagement, cette impression de légèreté que je ressentais depuis mon réveil. Pourquoi vous êtes-vous senti si soulagé? Un ennemi est mort, pas un ennemi personnel. Je n'ai pas d'ennemi humain. Je ne suis l'ennemi que des systèmes. Ce vieux monsieur était un serviteur infatigable d'un système qui a asservi l'humanité, détruit et pollue la planète, le capitalisme. De façon subtile, bien entendu. On n'en attend pas moins d'un vieux millionnaire qui a su survivre à tous les changements de régime, lui le giscardien des années 70, qui insultait ses collaborateurs qu'il soupçonnait d'avoir pu voter Mitterrand, brièvement barriste, mitterrandien, chiracien et enfin marcheur macronien, bien sûr.
un loup de Wall Street déguisé en Tata Daniel, philanthrope mondialiste, mais surtout l'archétype du libéral libertaire décomplexé et méprisant de tout ce qui n'est pas lui. Y avait-il vraiment finalement rien de bien chez Pierre Berger ? Malheureusement non. Je dois quand même avouer mon admiration pour la réussite éclatante de ce fils de classe moyenne dont les parents de gauche ont glissé vers l'anarchisme. Il quitte l'école à 17 ans et sa Charente-Maritime natale à 18 pour monter à Paris en 1948 et y devenir journaliste ou écrivain. Son homosexualité parfaitement assumée, ainsi que son engagement anarcho-gauchiste lui permettent de rencontrer très vite et très facilement énormément de gens qui comptent dans le monde artistico-intellectuelo-culturo-mondain parisien. Pierre Macorlan, dont il deviendra plus tard titulaire exclusif du droit moral. Cocteau, dont il deviendra aussi titulaire du droit moral de l'œuvre grâce à son sens de la persuasion et à son côté Macro et Maquignon. Aragon, Albert Camus, Sartre, Breton, Jean Giono, dont il tentera une biographie qui n'est jamais sortie. Ses talents d'écrivain sont extrêmement limités. Oui, et alors justement, quelle sera la rencontre qui lui permettra de se faire un nom dans le tout Paris artistique ? Ce qui le lancera professionnellement et financièrement, c'est sa rencontre en 1950 avec le peintre Bernard Buffet, dont il deviendra le compagnon et dont il gère la carrière pendant 8 ans. Il le quittera en 1958 pour vivre une relation amoureuse et professionnelle avec Yves Saint-Laurent, alors styliste chez Dior, dont il va aussi gérer la carrière et avec lequel il créera la maison de couture célébrissime Yves Saint-Laurent. Ce qui est remarquable, c'est le mélange des genres constants entre relation amoureuse et exploitation du talent de celui qui partage cette relation. Alors, pourquoi considérez-vous Pierre Berger comme un ennemi ? Pas à cause de ce qu'il était, mais à cause de ce qu'il faisait, sa conduite, ses déclarations, ses prises de position politiques et sociétales. Ouais, alors dites-nous en plus. Oui, bien sûr. Commençons par la mode. Il est de notoriété publique que dans les coulisses des collections, les mannequins, les petites mains tremblaient devant lui, car toutes et tous craignaient ses colères retentissantes, sa rancune tenace et son goût pour les procès, malgré la générosité des bonus annuels qu'il leur versait chaque année. Il tenait ses employés par la violence et par le fric. Il reproduisait en la démultipliant la violence verticale de la société afin d'exploiter et d'aliéner encore plus ses employés. Y a-t-il finalement d'autres choses ? Oui, certaines de ses déclarations m'ont fait froid dans le dos. Mai 2001, il faut que la gauche cesse d'espérer que l'entreprise soit là pour créer des emplois. Elle est là pour générer des bénéfices. Cette déclaration ô combien prophétique nous permet de mieux comprendre l'escroquerie du CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, et comment Hollande, homme de gauche, s'est fait rouler par le MEDEF. Décembre 2012, nous ne pouvons pas faire de distinction entre les droits, que ce soit la PMA, la GPA ou l'adoption. Moi, je suis pour toutes les libertés. Louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence ? C'est faire un distinguo qui est choquant. En excellent libéral libertaire, il utilise le prétexte des droits auxquels il ne croit pas et de la liberté dont il sait qu'elle est proportionnelle à la taille du compte en banque pour imposer l'exploitation, la commercialisation et la marchandisation des corps féminins, principalement originaires des pays pauvres, donc de pays du Sud. Étonnant pour ce citoyen du monde proclamé. Mars 2013, et ce sera la dernière, vous me direz, si une bombe explose sur les champs à cause de la manif pour tous, c'est pas moi qui vais pleurer. Ceci n'est pas une de ses paroles, mais un retweet qui prouve que cet homme avait une haine farouche de tout ce qui n'était pas lui. Eh bien voilà, que de paroles donc, Mickey Monstre. Exactement. J'espère, cher Martin, et vous, chers auditeurs, que vous comprenez pourquoi je considère la mort de cette personne comme un soulagement. Il était l'ennemi de tout ce qui n'était pas lui et a travaillé sans relâche à faire que la société ne soit hospitalière que pour les gens comme lui. Une infime minorité de privilégiés. Invivable pour nous, la large majorité qui ne lui ressemblait pas. En attendant la Troisième Guerre mondiale, portez-vous bien et à la semaine prochaine.
L'actualité des médias. Un œil sur les médias, toute l'actualité de vos médias, la télévision, la radio, la presse écrite, le web. À vous Franck.
London Calling ici Londres. C'est avec Alexander Seal que ça se passe et c'est tout de suite. Bonjour Alexander. Mon Dieu, so shocking. Les passeports britanniques pourront bientôt être fabriqués en France et en Allemagne. Une entreprise britannique est en compétition avec des Français et des Allemands pour la signature d'un contrat de 490 millions de livres pour pouvoir fabriquer le passeport anglais. Selon le journal The Sunday Times, la compagnie anglaise de la rue voudrait bien gagner la bataille. Des europhobes veulent un retour de l'ancien type de passeport de couleur bleu marine foncé qui datait avant les années 80 et sans le logo de l'Union européenne bien sûr. Aujourd'hui, le passeport britannique est de couleur rouge. La réponse serait avant Noël. Alors, comble de l'ironie après le Brexit, si les passeports britanniques seraient fabriqués par des entreprises françaises et allemandes, le Royaume-Uni aura un pied à l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe. C'est l'info, l'invité de la semaine. La start-up parisienne Locatme édite une plateforme qui permet aux propriétaires d'entrer en relation avec les locataires sur un marché déjà occupé par des acteurs comme PAP, Se Loger entre particuliers ou Logikimo. La start-up propose un système destiné à éviter la corvée des visites groupées et de l'épluchage des petites annonces. Avec nous pour en parler, l'un des fondateurs de Locatme, Antoine Marc. Bonjour Antoine. Bonjour. Pouvez-vous nous développer un peu plus le système et surtout comment marche réellement Locatme ? Alors Locatme a été construit il y a maintenant 4 ans. Aujourd'hui, on est une base d'environ 400 000 locataires et environ 20 000 propriétaires. Notre but, c'est faciliter la mise en relation entre ces propriétaires et ces locataires. C'est très simple. Côté locataire, vous allez créer votre profil unique, votre dossier de location 100% en ligne. Photos, description, revenus des locataires, revenus des garants. À partir de là, nous, on va pouvoir vous remonter toutes les annonces du web qui correspondent à vos attentes. Des annonces Locatme, mais aussi des annonces PAP, Le Bon Coin, Logikimo, etc. Et le but est d'avoir un seul point d'entrée pour pouvoir postuler à toutes les annonces du web avec un profil unique. À partir de là, vous postulez les annonces et lorsqu'un propriétaire vous recontacte, c'est qu'il est intéressé par votre dossier et vous convie à la visite. Côté propriétaire, lorsque vous vous inscrivez sur Locatme, vous allez décrire votre annonce de location. Chose complètement différente des autres sites, c'est que vous n'allez pas communiquer vos coordonnées. On va automatiquement vous afficher une liste de locataires qui pourraient être intéressés par votre logement. À vous de regarder leurs critères financiers, leur dossier de location et de choisir avec lequel vous souhaiteriez être mis en contact. Et alors, sur ce modèle-là, comment est-ce que vous, Locatme, vous rémunérez-vous ? Alors, ce service-là de mise en relation est complètement gratuit. En revanche, on a 2 offres premium l'une pour les propriétaires, l'autre pour les locataires. Côté locataire, c'est très simple. Pour 29 €, on va pouvoir certifier votre dossier de location, attester que ce que vous avez renseigné est authentique, le vérifier, et comme ça pouvoir mettre votre dossier en avant et en valeur aux yeux de nos propriétaires pour que vous ayez plus de contacts et que vous soyez plus conviés à des visites. Côté propriétaire, on a réussi à construire une agence immobilière 100% en ligne, l'agence Blue, qui pourrait être aux banques en ligne, ce qu'elles sont par rapport aux banques traditionnelles. On prend en charge toutes les étapes de recherche de locataires pour le propriétaire. Seule différence, on a un forfait à 199 € partout en France, peu importe la superficie, peu importe votre loyer. Voilà, c'est notre promesse. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce tarif-là ? Il n'y a pas de miracle. Chez nous, ce sont les propriétaires qui font la visite. Donc on a questionné plusieurs centaines de propriétaires qui avaient utilisé Locatme. On leur avait demandé, mais pour vous, quelle est l'agence de demain ? C'est simple, c'est une agence avec laquelle j'ai les informations sur mon téléphone. Donc auprès de nos propriétaires, on leur envoie la veille le profil des candidats.
Ils peuvent signer tous leurs documents 100% en ligne, plus besoin de se déplacer en agence. Le contrat de bail est édité automatiquement et soumis à signature électronique, le mandat également. Et enfin, ce sont les propriétaires qui vont se déplacer le jour J pour ouvrir la porte de leur appartement, profiter de la visite puisqu'on va leur avoir sélectionné 2 ou 3 candidats qui correspondent à leurs attentes. Et à partir de là, on vérifie le dossier et on fait le contrat de bail. Et tout cela fonctionne puisque votre panel d'abonnés payants augmente d'année en année. Hein. Exactement. Alors l'offre payante, on l'a lancée. Alors ça fait 2 ans que ça a été lancé, mais sous une forme d'offre premium pour les propriétaires de Locatme. On en a fait une marque à elle toute seule qui s'appelle l'agence Blue, et aujourd'hui elle comptabilise 4000 propriétaires. Alors, qui sont justement vos clients? Plutôt des étudiants qui commencent leurs études, donc qui sont à la recherche d'un logement, ou ça touche tout type de profil? Alors, écoutez, ça suit son histoire. Nous, on a créé cette plateforme Locatme quand nous étions nous-mêmes étudiants et qu'on s'est dit il y a quelque chose à changer, à révolutionner. Donc, au début, la plupart de nos utilisateurs locataires étaient des étudiants. Principalement première année ou deuxième année post-bac. Et là, ça fait maintenant 4 ans et on a beaucoup plus de profils de personnes qui sont qui attaquent leur premier emploi. Donc on va dire que notre moyenne d'âge côté locataire est autour de 28-29 ans. Côté propriétaire, il n'y a pas de profil type. On se situe vraiment dans la moyenne française. Que ce soit masculin ou féminin, autour de 45-50 ans, plutôt profil cadre et surtout dans les grandes agglomérations. Alors justement, comment avez-vous eu l'idée de créer Locatme? C'est une expérience personnelle, hein, si j'ai bien compris. Exactement, donc on est 4 cofondateurs, 4 à avoir fait la même école, étant sur les mêmes bancs d'école, et puis on s'est regardé, à un moment on s'est dit mais comment est-ce que tu fais pour trouver ton logement, parce qu'on était plusieurs mois, et c'était assez la galère à la rentrée. Et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ce qui est fait depuis des années dans l'emploi? À savoir, je crée mon CV, je suis à la recherche d'un emploi, je crée mon CV, je vais postuler auprès de plusieurs entreprises, et ce sont les entreprises qui vont venir me contacter et me dire, très bien, monsieur Marc, venez à l'entretien, votre profil m'intéresse. Aujourd'hui, dans l'immobilier, c'est plutôt, je postule, j'appelle des propriétaires un peu au hasard, en leur disant, votre appartement m'intéresse, je peux venir. Mais on ne sait même pas si le propriétaire est intéressé par mon dossier, s'il va pouvoir retenir ma candidature. Et résultat des courses, parfois, 9 fois sur 10, je me déplace dans Paris ou dans une autre ville et la visite a été annulée, ou le logement est déjà loué, ou alors on est plusieurs dizaines en bas de la cage d'escalier. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment redonner une expérience en disant, je partage mon CV de locataire auprès des propriétaires, et si un propriétaire me rappelle, c'est qu'il est intéressé par mon profil et qu'il va prendre du temps il va me consacrer du temps, il va vraiment étudier ma candidature. Un chiffre comme ça, sur Locatme en général, lorsque vous êtes locataire et que vous êtes convié à une visite, vous êtes entre 2 et 3 maximum. Eh oui. Et oui. Et alors justement, Antoine Marc, Locatme a aujourd'hui 4 ans, hein, c'est bien cela? Exactement, on est sur notre 5e année là. Vous êtes sur votre 5e année. C'est une start-up. Quel est votre avenir? Prévoyez-vous des futures levées de fonds? Des investisseurs sont derrière vous? Alors on a eu un premier investissement en Love Money durant notre première année d'existence. Et ensuite la Maïf nous a fait confiance et a souhaité intégrer le capital. C'était en avril dernier, avril 2016. Nos ambitions aujourd'hui, ce serait d'élargir toujours plus notre base de locataires, proposer un service à encore plus de Français. Côté propriétaire, on s'est attelé à moderniser la recherche de locataires. Notre souhait, ce serait de moderniser la gestion, qui est vraiment aussi un pan de l'immobilier qui a pas été bouleversé depuis des années. Eh bien voilà, locatme.fr si vous voulez en savoir plus. Merci beaucoup Antoine Marc, je rappelle que vous êtes l'un des fondateurs de cette start-up. On vous retrouve donc sur locatme.fr. Hein. Merci à vous. IT News à présent, toute l'actualité high-text avec Stanislas Mirochak, ça se passe. Bonjour Stanislas.
Bonjour Martin. Alors aujourd'hui, vous nous présentez des innovations de l'IFA 2017 qui améliorent notre quotidien. Absolument. Alors déjà, l'IFA 2017, c'est un grand salon de la high-tech qui a lieu chaque année à Berlin et qui présente les grandes nouveautés et les innovations qui sortiront prochainement. Alors j'en ai sélectionné 3 produits qui peut-être dans les mois à venir prendront place dans votre cuisine. Et on commence avec un four, hein. Le four M-Chef Dialog Oven de la marque Miele est un four qui possède plusieurs longueurs d'onde, alors qu'un four traditionnel n'en possède qu'une seule. Et alors me direz-vous, eh bien en fait, avoir une longueur d'onde par aliment permet d'obtenir la cuisson la plus juste possible, mais surtout, ça permet de faire cuire plusieurs aliments en même temps. Donc vous pourrez par exemple faire cuire votre rôti de porc bien saignant, vos asperges et vos filets de rouget simultanément. Le four est équipé d'un écran tactile intuitif pour programmer vos cuissons et vous pourrez également télécharger l'application smartphone pour surveiller votre cuisson, rectifier à distance les réglages du four et même télécharger des recettes spécialement conçues pour cette technologie, tout ça en restant assis sur votre canapé. Ce four sera donc disponible courant avril 2018 au prix de 8 000 €. Eh bien alors si cela, ça n'est pas révolutionnaire. Une autre innovation, Stanislas, Samsung, qui propose un nouveau lave-linge. Après vous être taché avec la sauce de votre rôti, eh bien vous mettez tout naturellement votre t-shirt dans le Quick Drive de Samsung avec cette promesse: diviser par 2 le temps de lavage tout en gardant un lavage optimal. Et comment ? Eh bien grâce au tambour Q-Drum, c'est-à-dire que le fond du tambour tourne dans le sens inverse des parois. Il y a donc un brassage du linge de haut en bas, mais aussi de l'arrière vers l'avant du tambour, ce qui rendrait plus efficace le lavage. Ce lave-linge est écologique et économique car il est peu gourmand en énergie et il lave 10 kg de linge en 1 heure et 5 minutes. Là aussi, vous avez la possibilité de télécharger l'application qui vous conseille des programmes en fonction du type de textile, des couleurs ou du degré de salissure du linge, mais aussi elle prodigue des conseils pour entretenir votre lave-linge. Le Quick Drive sera disponible en février 2018 avec un prix entre 900 et 1650 € en fonction des options que vous choisissez. Et enfin, mon cher Stanislas, une innovation que les amateurs de relaxation devant la télévision attendent depuis longtemps. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour un certain nombre d'entre nous. Et je suis très heureux que ce prototype voit enfin le jour, le frigo Panasonic qui se déplace vers vous si vous avez une petite soif ou une petite faim. C'est magnifique. En fait, c'est un petit carré blanc mi-frigo, mi-robot, pas plus haut qu'une table de nuit, qui dès que vous l'appelez à voix haute par son prénom, eh bien il sort de son emplacement et vient vers vous pour vous servir. Donc si on récapitule, vous pouvez faire la cuisine, laver votre linge et aller chercher quelque chose dans le frigo depuis votre canapé. Je sais pas vous, mais moi j'ai déjà hâte d'être en 2018. Stanislas Mirocha qui nous décryptait pour C'est l'info. L'IFA 2017, ça se passait à Berlin. Merci beaucoup Stanislas. Reportage à présent, une série de reportages pour mieux comprendre l'actualité. Et cette semaine, nous vous emmenons en Angola. L'Angola qui a un nouveau président, João Lourenço, le candidat du MPLA qui succède malgré les contestations à José Eduardo dos Santos au pouvoir depuis 38 ans. Un changement à la tête de l'État angolais sur fond de grogne sociale. Depuis 2014, la chute des prix du baril a révélé la fragilité du modèle économique angolais tourné vers le pétrole et la gabegie d'une élite toujours plus réduite autour du désormais ex-président. La jeunesse angolaise, y compris au sein du parti au pouvoir, veut un changement dans la gestion des affaires du pays. C'est un reportage de Sonia Rollet. Sur la plage à Luanda, drapeau du MPLA, crabe dans toutes les assiettes et bière à volonté. À 3 jours de l'élection, le parti État célèbre déjà sa victoire. Nous sommes en train de faire la fête, les big boss sont là-bas, ce sont eux qui devraient vous parler. Parce que si on vous dit quelque chose, on pourrait vous dire quelque chose de mal. Un simple geste de refus a suffi, la presse n'est pas autorisée à assister à cette fête privée. L'un des jeunes militants décide de passer outre l'interdiction, mais loin de ses chefs. Honnêtement, je soutiens le MPLA parce qu'ils m'ont donné la possibilité d'étudier en Afrique du Sud. La deuxième chose, c'est qu'ils ont développé le pays très vite. Mais je ne suis pas d'accord avec tout ce que fait le MPLA parce que nous vivons dans un monde global
Nous savons ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. We have to think more and we have to work more. Camarade Lourenço, il sait dans quelles conditions vit la population, il sait qu'il y a de la corruption et il va y mettre un terme. And lock it up. Caché dans l'un des immeubles en face de la plage, le rappeur Luati Beirao, enfant du régime, est l'un des rares à avoir sauté le pas et à avoir ouvertement commencé à critiquer le régime. En 2015, il est arrêté avec 14 autres activistes pour avoir prôné la désobéissance civile face à un parti-État qui a la main mise sur tout l'espace politique, fonction publique, médias, justice. Depuis 1994, je fais le rap. Depuis peut-être 99-2000 que j'ai commencé à faire la musique dirigée vers le message conscient, vers un réveil de la société. Mais j'ai toujours eu conscience que ma musique n'allait pas avoir de l'espace médiatique. Avant l'élection, Luati Beirao a sorti un nouveau titre. Le message essentiel de ce morceau, si tu votes MPLA, tu détruis l'avenir du pays. Luati Beirao traduit ses propres paroles. Il faut trouver un autre moyen de se suicider parce qu'en votant l'MPLA, tu me tues moi aussi. Selon les spécialistes de l'Angola, la jeunesse des villes comme des campagnes attend aujourd'hui plus du vieux parti-État, le MPLA au pouvoir depuis 42 ans, qui va nécessairement devoir se réformer s'il veut mieux répondre aux attentes de sa population. C'est l'info, votre double page info du week-end, Martha Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci à tous et toutes de l'avoir suivi. Merci à tous ceux et celles qui m'ont aidé à la préparer. Nous nous retrouvons bien sûr sur le www.c-l'info.fr pour le meilleur de l'actualité chaque jour, chaque heure de la journée. Et bien évidemment, dès le week-end prochain pour une nouvelle émission de C'est l'info. À très vite.